Et salut à toi, c'est Guillaume de la Blockchain. Ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la loi de Moore. Moore Mur Moore J'espère que je le prononce bien, on va dire Moore. Ou Moore peut-être. Bref, passons. Et un grand merci. Voilà, j'ai dit merci, mais non. C'est un grand merci à toi si tu t'es abonné récemment. Si tu suis la série Bitcoin Early Cycle Low, voilà, ça me fait plaisir, ça aide à poursuivre. Donc allez, rentrons dans le vif du sujet directement. Et pour rappel, n'oublie pas que tu as une playlist consacrée à toutes les vidéos dans le style, avec les lois mathématiques, les lois physiques, les modèles, tout ça. Tout est regroupé donc dans cette playlist. Et j'ajouterai cette vidéo dedans. Donc, en 1965, Gordon Moore publie une observation qui va devenir l'une des lois les plus citées de l'histoire de la technologie. Il remarque que le nombre de transistors dans un circuit intégré double environ tous les 2 ans et que ce doublement s'accompagne d'une baisse du coût de production. Ce n'était pas une loi physique, pas une équation gravée dans la nature, c'est une observation empirique, une tendance. Pendant 50 ans, l'industrie entière s'est organisée autour d'elle. Aujourd'hui, on va appliquer cette loi à Bitcoin. Pas de façon naïve, évidemment, parce que Bitcoin n'est pas un processeur, mais de façon rigoureuse, en cherchant où Moore s'applique, où il est dépassé, et ce que ça nous dit sur la dynamique réelle du réseau. Alors, d'abord le hash rate. Ici, Moore est pulvérisé. Ensuite, on verra l'efficacité des ASICs. Là, Moore revient par la fenêtre. Et enfin, le coût de production d'un BTC, là où les deux se croisent et où ça devient vraiment intéressant pour comprendre le marché. Donc 1. Le hash rate. Moore est largement dépassé donc. Le hash rate, c'est la puissance de calcul totale du réseau. Elle mesure combien de hashages par seconde l'ensemble des mineurs du monde effectuent pour sécuriser le réseau et valider les transactions. En 2009, à l'époque du Genesis Block, le hash rate était de quelques mégahashes par seconde. Des gens minaient avec leur CPU, leur processeur de PC. Aujourd'hui, on parle de plusieurs centaines d'exahashes par seconde. Donc, comme on peut voir ici, voilà, je ne suis pas remonté, mais surmonte, voilà. C'est très très plat. Et ensuite, c'est vertical, quoi. Voilà. Mince. Ouais, voilà. Donc on a tapé un ATH, c'était fin 2025. Ouais, on était à plus de 1 zeta h par seconde. Et là, on est revenu dans les hexas. Donc, pour avoir un ordre d'idée, 1 exahash, c'est 10 puissance 18 Hs. Soit 1 milliard de milliards d'opérations par seconde, si on combine donc tous les calculs qui sont faits par le réseau en entier. Si on trace ça sur un graphique en échelle logarithmique, la courbe est quasi linéaire, ce qui signifie que la croissance est, on pourrait dire, exponentielle. Mais à quel rythme? La loi de Moore prédit un doublement tous les 24 mois. Le hash rate, le hash rate, lui, a doublé en moyenne tous les 6 à 12 mois sur les 10 dernières années. Donc, autrement dit, Bitcoin va 2 à 4 fois plus vite que Moore. Pourquoi? Alors, on pourrait citer ces 3 raisons. Première, c'est l'incitation économique. Les mineurs ne font pas de la recherche fondamentale, ils font du business. Si le prix de BTC monte, les revenus montent, et les investissements en matériel montent avec. La compétition est féroce et la courbe au HS ne s'arrête jamais, car qui dit validation d'un bloc grâce à sa puissance de calcul dit plus de BTC dans sa poche. Le deuxième, c'est le halving. Tous les 4 ans environ, la récompense des mineurs est divisée par 2. Ça crée une pression permanente à l'efficacité. Miner au même coût, avec moins de revenus garantis, oblige donc à chercher du matériel toujours plus performant. Et troisième élément, c'est la nature même du proof of work. Plus il y a de mineurs, plus la difficulté augmente automatiquement. Le protocole Bitcoin ajuste la difficulté tout
tous les 2616 blocs, soit environ toutes les 2 semaines, pour que le temps moyen entre deux blocs reste autour de 10 minutes. C'est une moyenne. Ce mécanisme crée une spirale, donc plus le réseau est sécurisé, plus il est attractif. Oui, quand on peut voir là, bon là ok, mais là voilà, là c'est plutôt sexy. Et plus de mineurs donc arrivent, plus le hash rate monte, parce qu'ils se branchent au réseau pour compete, voilà, ça fait plus de concurrence, et forcément ça continue de péter. Donc sur le hash rate, le verdict est clair, Moore est un plancher, pas un plafond, en quelque sorte. Donc Bitcoin fait bien mieux là c'est bien supérieur. 2. L'efficacité des ASICs. Maintenant, regardons l'intérieur des machines elles-mêmes. Les Application Specific Integrated Circuits, c'est la première fois que je le dis de ma vie, je pense, sont des puces conçues exclusivement pour miner du Bitcoin, du BTC. Voilà. Bitcoin, ça désigne Bitcoin, le protocole, pas l'unité de valeur. Elles ne font rien d'autre. Elles sont optimisées jusqu'à l'os pour calculer, pour calculer faire des calculs. Donc c'est le SHA-256, c'est l'algorithme donc de hachage utilisé par le protocole Bitcoin. Donc la métrique clé ici, c'est les joules par terahash. Autrement dit, ça, c'est l'énergie nécessaire pour produire 1 terahash de puissance de calcul. Plus ce chiffre est bas, plus la machine est efficace. En 2013, les premiers ASICs grand public consommaient autour de 1000 joules par terahash. Aujourd'hui, les meilleurs modèles tournent autour de 15 à 20 joules terahash. C'est une division par 50 à 70 en une dizaine d'années. On notera ici l'aspect déflationniste. C'est ça qu'on dans certains produits tech vivent cette déflation, et là on a un bel exemple. Et donc si on trace l'évolution de cette efficacité dans le temps, sur un graphique en logarithmique, on retrouve quelque chose qui ressemble de très près à la loi de Moore. Une décroissance exponentielle régulière, un doublement de l'efficacité tous les 18 à 24 mois sur les générations successives d'ASICs. Ici, Moore s'applique pleinement parce que donc, les ASICs sont des semi-conducteurs et que leur amélioration suit les mêmes dynamiques que les processeurs classiques. Miniaturisation des gravures, meilleure gestion thermique et architecture plus parallèle. On est passé de gravures en 55 nanomètres à des gravures en 3 à 5 nanomètres pour les dernières générations. C'est exactement la trajectoire que Moore décrivait. Il y a cependant une limite physique, au passage, qui se profile. On approche les limites de la miniaturisation du silicium. Donc en gros, ça devient très petit, quoi. Moi, je le comprends comme ça, c'est que ça devient tellement petit que ça, forcément, tout a des limites, y compris la physique. En tout cas, à mon sens, c'est comme ça, par nature. En dessous de 2 nanomètres, les effets quantiques commencent à poser des problèmes sérieux. Moore lui-même a reconnu avant sa mort en 2023, je ne savais pas, que la loi commençait à ralentir dans l'industrie des semi-conducteurs classiques. Mais pour l'instant, sur les ASICs dédiés au protocole Bitcoin, on est encore dans la zone de validité de Moore. L'efficacité continue de progresser. Ce qui nous amène à la troisième partie, parce que quand on observe un hash rate qui monte en flèche avec une efficacité qui s'améliore, il se passe quelque chose d'intéressant du côté des coûts. Le coût de production, là où tout se croise. Et j'aime quand ça se croise. J'aime. Tu sais que, voilà, si tu suis ma série Bitcoin Early Cycle, où je fais une petite parenthèse publicité, tu sais à quel point j'aime croiser les données, les informations. Le coût de production d'un Bitcoin, c'est combien un mineur doit dépenser en électricité, en matériel, en infrastructure, même au niveau de l'entreprise, s'il y a des personnes à rémunérer, tout ça, pour débloquer, entre guillemets, un Bitcoin. Pour que le réseau génère ce Bitcoin comme prévu. C'est écrit dans le code. C'est une notion cruciale parce qu'elle crée un plancher naturel pour le prix. Un mineur ne vend pas en dessous de son coût de production de façon durable, car s'il le fait, il perd de l'argent. Et s'il perd de l'argent longtemps, il éteint ses machines, ce qui fait baisser le hash rate. Oui, il se débranche, donc là, ça dump. Parce que oui, parfois ça dump. Hein. Là, pourquoi ça dump? Voilà, parce qu'on était dans une phase, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais il y a forcément une cause. Voilà.
Mais c'est pour dire, après on a des phases de nouveau haussière, même si là, voilà, on rentrait en marché baissier, mais ça n'empêchait pas le hash rate d'augmenter. Et il continue. Enfin bref. Donc, encore une fois, suffit de regarder ce genre de graphique pour comprendre, ou pour du moins déterminer la santé du réseau. Peut-être même d'un réseau. Donc c'est un mécanisme d'équilibre automatique intégré dans le protocole. Voilà, c'est by design. Maintenant, qu'est-ce qui détermine ce coût de production? Principalement deux choses, le prix de l'électricité et l'efficacité du matériel. L'électricité, on peut la considérer relativement stable sur le long terme, même si elle varie selon les régions. Les mineurs cherchent évidemment les sources les moins chères comme l'hydroélectricité en Islande, en Norvège, au Canada, l'énergie solaire excédentaire dans certaines régions d'Asie centrale, pour ne citer que quelques exemples. D'ailleurs, si tu t'intéresses au mining, ou si tu veux potentiellement apprendre des choses, je t'encourage vivement à suivre Dri de chez Blob. Mais en tout cas, je sais que Dri est quelqu'un de fiable sur le sujet. Voilà. N'hésite pas à aller faire un tour, voir un peu ce qu'il met en avant. Je ferme la parenthèse. L'efficacité du matériel, elle, s'améliore. Moins de joules par terahash, ça veut dire moins d'électricité pour le même calcul. Mais en parallèle, la difficulté augmente avec le hash rate. Donc même si chaque machine est plus efficace, il faut en aligner davantage pour obtenir le même nombre de bitcoins. Le résultat net de tout ça, c'est que le coût de production par bitcoin tend à suivre le prix de BTC sur le long terme avec un léger décalage. Quand le prix monte fort et vite, les mineurs sont très rentables. Ça attire du nouveau matériel, la production, tout ça, innovation. La difficulté monte et les marges se compriment progressivement. Et quand le prix chute, les mineurs les moins efficaces coupent leurs machines en premier. La difficulté baisse et les plus efficaces survivent, souvent à la limite de la rentabilité. Ce mécanisme crée ce que certains appellent le prix de production comme support dynamique du cours. Donc pas un plancher fixe, car il évolue, il est ancré dans des coûts physiques et énergétiques. Et là, Moore intervient indirectement. L'amélioration continue de l'efficacité des ASICs permet à ce plancher de ne pas exploser vers le haut à chaque cycle. Sans Moore, le coût de production deviendrait prohibitif. Avec Moore, il reste compétitif malgré la hausse de la difficulté. Car grâce à l'amélioration continue des ASICs, comme on a vu une division par 2 en joules par terahash tous les 2 ans environ, les nouveaux mineurs font beaucoup plus de calculs pour le même coût énergétique. Voilà ce que ça veut dire. Donc, conclusion, la loi de Moore s'applique-t-elle à Bitcoin? La réponse, comme souvent avec Bitcoin, c'est ça dépend où on regarde. Sur le hash rate, non. Sur l'efficacité des ASICs, oui. Sur le coût de production, oui, d'une certaine manière. Énoncé, il y a un court instant. Ce qui est fascinant, c'est que ces trois dynamiques s'équilibrent. Le protocole Bitcoin a été conçu consciemment ou non pour absorber les progrès technologiques sans se dérégler. Et ça, c'est un miracle. Plus les machines sont efficaces, plus la difficulté monte, plus la sécurité du réseau augmente. Moore ne prédit pas le prix de BTC, mais il structure en profondeur l'économie du minage et donc, indirectement, la dynamique de marché à long terme. Donc, prochaine vidéo, dans le thème d'ailleurs, ce sera loi de Metcalfe. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que je ferais pas un 2 en 1? Mais non, ça aurait fait beaucoup et je préfère faire comme ça. Et voilà, un nouvel épisode se termine dans le thème des lois et modèles appliqués à BTC. J'espère que celui-ci t'aura plu. Et encore une fois, n'hésite pas à aller faire un tour dans la playlist. Tu trouveras peut-être ton bonheur. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et à la prochaine. Et à ta liberté.